Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de l'association luxembourgeoise du syndrome de Rett, présenté par votre serviteur Jean-Francis Covy. Aujourd'hui, nous abordons un thème essentiel, le point de vue des frères et sœurs d'enfants atteints du syndrome de Rett. Pour cet épisode, nous avons eu le privilège de recueillir les témoignages de plusieurs personnes. Vous entendrez tout d'abord William, 10 ans, suivi de Yemi, 27 ans, qui partageront leurs expériences et réflexions. Ensuite, Saïd et Béatrice, tous deux âgés de 12 ans, nous parleront de leur vécu. Et pour enrichir cette discussion, nous avons également invité le docteur Alan Kadouri, psychiatre et psychanalyste à Paris, qui apportera son expertise sur le sujet. À noter tout de suite que les entretiens avec Yemi, William et le docteur Alan Kadouri ont été réalisés en français, tandis que ceux de Saïd et Béatrice le seront en luxembourgeois. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces récits poignants et instructifs. Les jeunes frères et sœurs d'enfants handicapés portent en vérité un lourd fardeau invisible. Ils grandissent dans l'ombre d'un amour inconditionnel, mais souvent biaisé par les exigences d'un quotidien complexe. Une militante renommée pour les droits des personnes handicapées, Judith Heumann, souligne que le handicap touche non seulement la personne directement concernée, mais également son entourage. En effet, ces jeunes doivent naviguer dans un monde où l'attention parentale est souvent accaparée par les besoins particuliers de leurs frères ou sœurs, laissant peu de place à leurs propres émotions et aspirations. Le célèbre psychologue Erik Erikson, dans ses travaux sur le développement de l'identité, évoque les défis uniques auxquels ces enfants sont confrontés. Ils doivent souvent assumer des responsabilités adultes précocement, tout en cherchant désespérément à trouver leur propre place et leur propre identité dans un environnement familial exigeant. Ces jeunes âmes courageuses sont des héros méconnus, des sentinelles silencieuses veillant sur leurs frères et sœurs avec un amour incommensurable, mais souvent au prix de leur propre bien-être émotionnel et psychologique. Leur quotidien est jonché de moments où ils oscillent entre culpabilité et résilience, entre jalousie et compassion. Ils sont les témoins silencieux des luttes incessantes de leur famille, sacrifiant parfois leur propre enfance pour apporter un soutien inestimable. Il est donc crucial de reconnaître et d'honorer ces jeunes qui, dans l'ombre de la souffrance, révèlent une force et une humanité extraordinaire. Sans plus attendre, nous allons converser un court moment avec William, qui a 10 ans. Sa sœur est bien évidemment atteinte du syndrome de Rett. William me touche beaucoup. C'est un garçon avec une maturité extraordinaire pour un enfant de 10 ans. Et donc nous nous sommes assis dans le studio et nous avons conversé. Et voilà, j'ai sélectionné les meilleurs moments de cet entretien. William, est-ce que tu peux nous parler de ta petite sœur ? Ma petite sœur, c'est pas facile de vivre avec son syndrome. Moi, je pensais avoir une petite sœur avec qui je pouvais courir et jouer, mais je peux pas jouer avec elle. Parler avec elle, j'aimerais bien qu'elle dise mon prénom. Souvent, elle monte avec moi dans mon lit pour s'amuser. On joue avec ses peluches et on rigole bien. Après, papa et maman ont acheté une balançoire avec un petit bateau pirate pour elle où elle est en sécurité. Et comme ça, on peut jouer ensemble. C'est cool car sinon, elle ne peut pas monter et se tenir toute seule sur la balançoire.
Sinon, je l'aide à lui apprendre et à descendre les marches. J'ai l'impression que ça l'aide bien car elle se débrouille bien maintenant. Elle a aussi du mal à manger seule, alors je l'aide souvent. Et même si elle ne comprend pas tout, elle voit quand je suis malade, elle vient me faire des câlins. Je l'aime pas moins qu'une sœur normale, justement. Je l'aime parce que je dois la protéger plus qu'une autre. Comment et à quel moment tu as appris que ta sœur était atteinte du syndrome de Rett? Je m'y attendais à ce qu'elle ait quelque chose ou une maladie. C'était il y a 1 an, en rentrant de l'école un soir. Papa et maman, ils m'ont expliqué qu'ils savaient enfin ce qu'Émilie elle avait. Ils m'ont dit qu'elle avait le syndrome de Rett après un rendez-vous chez le neurologue. Ça m'a fait un choc d'apprendre que ma sœur avait une maladie. J'ai failli pleurer, mais j'étais contente de savoir enfin ce qu'elle avait. Et puis j'ai de la chance parce que elle va quand même bien. Elle marche, elle dit des mots, elle rigole beaucoup. Depuis qu'on fait partie de l'association, j'ai rencontré des enfants avec le même syndrome. Ça m'a fait du bien de voir que c'était pas la seule à vivre ça. Du témoignage de William, 10 ans, nous allons passer au témoignage de Yemi, 27 ans. Donc, autre approche, autre expérience et autre point de vue. Yemi, c'est ce que j'appellerais un vieux routard du syndrome de Rett, puisqu'il a donc une sœur qui a 20 ans. Et donc, ça fait des années que Yemi est dans l'interaction avec le handicap. Et donc nous avons souhaité donc qu'il partage avec nous son sentiment sur la maladie. Bien évidemment, l'entretien a duré plus longtemps et nous avons uniquement sélectionné donc les meilleurs moments de cet entretien. Une question qui est à la fois actuelle et historique, je veux dire dans le sens tes amis aujourd'hui et tes camarades de classe à l'époque où tu étais à l'école, est-ce qu'ils comprennent ta situation et comment ils réagissent? Les camarades de classe, amis, collègues que j'ai pu avoir ou que j'ai ne comprennent pas forcément la situation d'un proche atteint du syndrome de Rett pour une principale raison, c'est que, en tout cas voilà, je parle de mon expérience personnelle, mais c'est-à-dire que c'est une maladie qui encore aujourd'hui, disons que j'ai encore un peu de mal à comprendre tous les rouages de cette pathologie. Et souvent quand j'explique à un proche ou voilà quelqu'un qui connaît pas du tout le syndrome de Rett, je dis que c'est une maladie génétique, que ça touche principalement les petites filles, et souvent voilà je m'arrête là et très vite je commence à parler des symptômes, mais voilà je vais pas plus loin, et la problématique, disons, avec cette pathologie, c'est que voilà, tant qu'on n'est pas confronté à une petite fillerette, on comprend pas vraiment tout ce que ça sous-entend finalement. Et c'est vrai que oui, je pense que la plupart de mes camarades de classe, la plupart des amis, à part mes amis proches, je pense qu'ils ont eu du mal à comprendre. Ils ont eu du mal à comprendre un petit peu tout ce que je pouvais dire. Et ça fait partie justement de toute la complexité de cette maladie. Et voilà, après comment ils réagissent,
Bon, il y a disons qu'il y a plusieurs situations. On a souvent tendance soit à avoir de l'empathie, souvent à trouver ça triste. Ce qui par moment a pu me mettre mal à l'aise parce que voilà, c'est quelque chose que avec le temps on finit par accepter, on commence à trouver des éléments qui sont positifs. Et voilà, mais après oui, je pense qu'il y a différentes manières de réagir, en tout cas pour toutes les personnes à qui j'ai pu parler de la maladie. Quel conseil en fait tu donnerais à d'autres frères et sœurs d'enfants qui seraient atteints de maladies rares? Alors là, on va un peu élever le sujet, ou de maladies graves. Moi, j'ai pas forcément de conseils à donner à des enfants, grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est atteint d'une maladie grave ou rare. Mais je dirais peut-être quoi qu'il arrive, peu importe par toutes les étapes, peu importe les étapes par lesquelles on passe, je pense qu'à la fin il faut toujours essayer de relativiser et de trouver une once de positivité, parce que même dans les pires malheurs, on peut trouver aussi beaucoup d'éléments positifs. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime à penser. Et après, le deuxième conseil, ce serait de agir avec la personne concernée, donc la personne atteinte de quelconque pathologie, agir avec elle, comme si c'était un être normal, parce que je pense qu'il y a rien de plus négatif pour la personne que de se sentir rejeté, je dirais. Donc voilà, ce serait le principal conseil que je donnerais. Voilà, faire comme si, je peux pas dire faire comme si de rien n'était, mais presque. Voilà, presque. Merci à William, merci à Yemi. Nous allons tout de suite en fait élever le niveau d'un cran en abordant en fait l'angle professionnel de la question de la fratrie, des frères et sœurs d'enfants atteints du syndrome de Rett. Nous avons décidé de faire appel à nos adhérents, tout simplement, en posant quelques questions à l'un de nos adhérents, donc qui est psychiatre, psychanalyste, psychologue à Paris, le docteur Alan Kadouri. Et nous avons également décidé de mettre à contribution une autre de nos adhérents, en la personne de la psychologue luxembourgeoise Milana Zoric, donc qui a son cabinet à Niederkorn, qui a accepté en fait de répondre à nos questions. Docteur Kadouri, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, une question d'introduction. Comment le syndrome de Rett peut-il influencer la ou les dynamiques familiales ? Comment le syndrome de Rett peut-il influencer la dynamique familiale ? Bon, la question est complexe et pas simple, et puis elle peut être différente au cours du temps par rapport à la question de cette petite fille qui va grandir progressivement. Mais j'ai envie de dire que l'élément au cœur de la réponse, c'est le couple, et sur quoi bâtit le couple. Qu'est-ce qu'attend la mère ou le père de l'un de l'autre, et puis aussi ce que la mère ou le père attend de cet enfant, l'attente qu'il avait, et donc l'attente d'un enfant normal, où on projette un peu tous ces envies. Enfin voilà, il y a une archéologie de l'arrivée d'un bébé dans un couple, et donc ce contrat, en fonction de
de ce qui a été dit ou ce qui est implicite, et par rapport à l'arrivée de ce bébé, va créer des tensions qui va soit d'un côté, j'ai envie de dire au mieux, ressouder, ou dans l'autre sens détruire le couple, chacun ayant ses raisons propres, mais c'est autour de cette réaction du couple que va tourner les autres enfants. C'est pour ça que c'est un peu le cœur de la dynamique familiale, et en fonction des comportements des parents, les enfants aussi, aussi en fonction de leur personnalité et en fonction de leur positionnement dans la fratrie, vont avoir des comportements qui eux aussi vont aussi évoluer. Ça va du rejet en passant par culpabilité, responsabilité, et puis protection par rapport aux autres amis. Parce que ça pose la question pour un enfant, la question de l'enfant normal, qui va aussi les amener à se poser la question. Et donc si le couple se soude, les enfants vont avoir une réaction plus dans ce sens-là. Si le couple se disjoint, se tord et se sépare, ça va être aussi un drame un autre drame pour les enfants qui s'additionnent en plus avec cette sœur handicapée. Donc les réactions évoluent en fonction du temps, en fonction des personnalités, mais le cœur de la réponse, je pense, elle est située au niveau du couple, et sur quoi est basé le couple, et quelle attente ils avaient de cette fille. Je pense qu'on peut dire ça de façon globale. Après, chaque cas est particulier, évidemment, on peut pas généraliser, mais c'est vrai que c'est le couple qui fixe tout. Voilà, je pense que on peut dire ça en général. Merci. Quel type d'émotions peuvent ressentir les frères et sœurs d'une fille atteinte du syndrome de Rett? Quel type d'émotions peuvent ressentir les frères et sœurs d'une fille atteinte d'un syndrome de Rett? Elles peuvent être différentes, elles peuvent évoluer au cours du temps. Alors différentes parce que ça peut être du rejet, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la responsabilité, de la jalousie. Alors le rejet parce que l'enfant n'est pas normal, donc c'est pas l'attente, il n'est pas comme je le voulais. Ça peut être le rejet avec le qui est lié par rapport à la question de la jalousie. C'est un rejet lié à la jalousie, mais mes parents s'occupent tout le temps d'elle. Ça peut être aussi le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis ça peut être la question de la responsabilité, parce que on se sent responsable. C'est un enfant cette petite fille atteinte de syndrome de Rett n'est pas normale, et donc l'enfant va se sentir responsable, vouloir peut-être même réparer la situation, réparer les parents qui sont aussi meurtris. Donc effectivement, dans la réaction par rapport au syndrome de Rett, si on élargit aussi, il y a les réactions de l'enfant par rapport aux parents, qui voient sans doute leurs parents traverser des moments difficiles, et donc l'enfant va se mettre peut-être en position de réparer, de compenser cet enfant anormal. Donc les réactions sont variées, peuvent fluctuer aussi en fonction de la place dans la fratrie. Si l'enfant, il y a un qui est plus âgé, si c'est un grand frère, ce sera pas la même réaction que si c'était une sœur ou un frère plus jeune. Et puis c'est aussi en fonction de comment les parents leur transmettent, informent l'enfant de la positionnement de leur petite sœur. Donc à chaque fois, c'est important de mettre ça, la positionnement dans la fratrie, et puis aussi comment réagissent les parents, et c'est important effectivement de bien tenir compte qu'il y a une dynamique très différente qui peut évoluer, et puis à ce moment-là, l'enfant peut se prendre de la distance, par exemple au moment de l'adolescence, ou se mettre à être très proche pour défendre sa sœur anormale. Voilà, il y a plein de façons de réagir, et elles évoluent. Et puis il y a aussi la personnalité, parce que ça on n'en parle pas, ou peu, j'en ai peu parlé, mais la personnalité de l'enfant. Il y a des enfants qui vont être prompts comme ça par empathie avec l'autre, à être très proches, et puis d'autres qui vont plutôt être distants, plutôt proches de la rêverie, enfin d'autres qui ont moins besoin de contact. Donc il y a aussi la personnalité qu'il faut tenir compte. Mais
On retrouve souvent des sentiments de rejet ou de culpabilité ou de surprotection, de responsabilisation. Alors, ça fait l'effet responsabilisé pour certains trop tôt, j'ai envie de dire, mais c'est un ensemble qui évolue au cours du temps et qu'il faut prendre en compte et savoir écouter. Et les parents répondent à ces différentes attentes. Et donc avec la psychologue Milana Zoric, nous allons élargir le débat et donner un second aspect professionnel aux contributions de ce podcast sur donc les effets d'un enfant atteint d'un handicap, d'une maladie rare sur la fratrie. Milana Zoric, c'est à vous. C'est avec grand plaisir que je peux partager mon expérience ainsi que quelques conseils concernant la situation des frères et sœurs d'enfants ayant des besoins particuliers. Dans les familles où vivent des enfants ayant des besoins spéciaux, une grande quantité d'attention, de soins et d'énergie est investie dans la prise en charge de l'enfant ayant des besoins spéciaux. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un enfant en parfaite santé, un enfant fort, a aussi des besoins, et dans le cas d'un frère ou d'une sœur d'un enfant ayant des besoins particuliers, les besoins du frère et de la sœur sont des besoins particuliers aussi. Très souvent, les frères et sœurs d'un enfant ayant des besoins spéciaux peuvent aider et prendre soin de leurs frères ou sœurs de différentes manières, et de ce fait, ces enfants grandissent généralement rapidement, deviennent sensibles aux besoins des autres et mourissent très vite au début de la vie. Dès le début, ils s'habituent à porter l'aide, soutien et compréhension. Cependant, certaines périodes difficiles et situations critiques peuvent provoquer une série de difficultés pour les frères et sœurs d'un enfant ayant des besoins particuliers. Certaines de ces situations sont des situations dans lesquelles un enfant ayant des besoins particuliers traverse des périodes de maladie, d'aggravation de son état, d'insomnie, de crise. Alors, non seulement l'enfant ne va pas bien, mais les parents, en plus de leur rythme exigeant ou schialisant habituel, se trouvent dans une situation où ils doivent s'occuper de l'enfant encore plus que d'habitude, ce qui demande souvent plus d'engagement de la part des frères et sœurs, ou, dans certains cas, le sentiment de solitude, le manque de compréhension de leurs besoins, le sentiment qu'ils ont mis à côté, qu'ils sont moins importants. Chez les frères et sœurs, en effet, toute une série d'émotions et d'états différents se changent constamment. Ce sont la fierté, l'empathie, mais aussi des sentiments désagréables tels que la jalousie, la frustration, l'impatience ou une faible confiance en soi. Toutes ces conditions ne dépendent pas de l'enfant ayant des besoins particuliers ni des parents, mais de l'enfant lui-même et de la manière dont il perçoit sa situation de vie et sa position dans la famille. Plus l'enfant est jeune, plus il est susceptible de réagir avec frustration, et plus il est âgé et mature, plus il est susceptible d'avoir un niveau de compréhension plus profonde et une attitude plus mature envers la situation et la famille dans laquelle il vit. En d'autres termes, chaque enfant se développe et réagit de manière unique, de sorte que même le frère ou la sœur d'un enfant ayant des besoins spéciaux peut parfois, sans problème, assumer son rôle dans la famille avec courage et fierté, et parfois cela peut être la cause et raison d'une crise émotionnelle profonde. Il n'appartient pas aux parents, et cela est également impossible, d'être tout-puissant et de refléter toujours et à chaque instant de manière parfaite les besoins de tous les membres de la famille de chaque enfant. Après tout, les enfants cachent souvent leurs émotions parce qu'ils ne veulent pas imposer un fardeau supplémentaire à leurs parents. C'est pourquoi même les parents ne savent pas que leur enfant se sent mal. En ce sens, il est important d'offrir une aide et un soutien constant aux familles d'enfants ayant des besoins spéciaux, d'encourager les parents à exprimer ouvertement leurs propres émotions au sein de la famille et de permettre à leurs enfants d'exprimer toutes leurs émotions. Il est important d'encourager les enfants, frères et sœurs d'enfants ayant des besoins spéciaux, de demander ouvertement de l'aide, même lorsque leur problème est moindre que celui auquel leur frère ou leur sœur est confronté à ce moment-là.
Normaliser la faiblesse, normaliser chaque état et chaque émotion peut grandement aider tous les membres de la famille à pouvoir demander de l'aide, à la fois au sein de la famille elle-même et à demander l'aide d'un professionnel aussi si nécessaire. C'est aux parents d'être ouverts et flexibles, de poser fréquemment les questions à tous les membres de la famille. Par exemple, quelque chose te dérange? Comment ça va? As-tu besoin d'aide? Est-ce que c'est trop stressant pour toi? Avec la conviction que leurs enfants, dans leur situation de vie unique, parviendront à trouver un moyen de réorienter leur situation de vie dans le sens de développer des niveaux plus élevés d'humanité, d'empathie, de responsabilité, de maturité et la résilience psychologique. Merci donc à Milana Zoric et au docteur Alan Kadouri pour ses contributions. Nous atteignons maintenant la partie luxembourgeoise de notre émission avec les contributions de Béatrice et de Saïd et qui seront interviewés par Lara. Puisque mon niveau de luxembourgeois ne me permet pas de continuer en luxembourgeois, mais ça viendra. Je suis inscrit donc au cours de luxembourgeois, donc j'espère combler mon retard très rapidement. Lara, c'est à toi. Was misst du gerne mit deiner Schwester? Gibt es etwas, was andere Kinder, die Geschwister haben, mit einer Behinderung so gibst? Was ich gern mit hat man aus Fernseh gucken, sing hohe Coiffeures, Paar spielen. Wir gucken auch immer Filme zusammen, hat das immer so froh. Wir machen auch Spaziergang zusammen. Und hat lacht immer. Hat er auch immer froh, wenn hat mich gesagt. Was ich anerkenne mit behinderter Geschwister an Rachkrankheiten wie Rett-Syndrom kann sein, als dass sie immens profitieren mit ihnen zu spielen, mit ihnen zu schwatzen, auch glücklich zusammen zu sein. Rett-nous als der Podcast von der Letzeburgische Association vom Rett-Syndrom, die von der Fondation Andre Loche unterstützt wird. Heigen Informationen und Erfahrungen von Betroffenen und Experten, die interviewt gesi geteilt. Lauscht das Rett-nous auf Spotify und Apple Podcasts, für mehr über das Rett-Syndrom und Unterstützungsmöglichkeiten gewusst zu gehen. Wie fühlst du dich, eine Geschwister zu haben mit einem Handicap? Also ich fühle mich wie ich stolze Bruder. Und ich bin empathisch, was andere Leute angeht, die mit einem Handicap leben müssen. Und ich verstehe schon viel mehr, wie einer kann aus meinem Freundeskreis. Was willst du für daheim zu helfen? Also ich mache ihm Tele an, weil er gerne guckt. Ich gehe ihm essen und außerdem das Wasser. Und ich lehre gerade, wie ihm Pampers zu tauschen. Merci pour votre attention. Donc c'est la conclusion de notre podcast sur le thème de la fratrie des enfants atteints du syndrome de Rett. Le mois prochain, notre podcast, en son épisode 3, abordera la question de la thérapie génique, donc appliquée au syndrome de Rett. Bien évidemment, la thérapie génique est un enjeu qui dépasse cette pathologie, puisque des espoirs de guérison vont également s'appliquer à d'autres pathologies. On attend beaucoup de la thérapie génique et nous aborderons ce sujet avec un certain nombre d'invités. Donc,
restez connectés, likez notre podcast et à bientôt. Filmos merci à nos auditeurs luxembourgeois. Merci à la Fondation André Loche pour nous avoir donné l'opportunité de réaliser ce podcast. À bientôt.